5, 4, 3, 2, 1. La finale. Donc ensuite, pour finir, est-ce qu'on a le choix, en gros? Est-ce qu'on a vraiment le choix Alors, pour tout ça? là, il y a plusieurs visions de la chose. La vision traditionnelle, historique et presque millénariste, et ou tout au moins séculaire. Quand il y a énorme problème, il y a une solution. La guerre. Solution qui a été choisie souvent, délibérément. Et guerre qui, au début, faisait quelques morts, et puis qui, Première Guerre mondiale, 9 millions de morts. Deuxième Guerre mondiale, 60 millions de morts. Donc ça commençait à devenir un peu lourd comme histoire. Mais alors c'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale a provoqué les Trente Glorieuses. Bon, puis le baby-boom, et puis etc. Bon. Donc du positif au final, vous allez me dire. Alors là, du coup, mais on connaissait, moi, à mon époque, quand j'étais jeune, mon père qui avait fait la guerre de 39, mon grand-père qui avait fait celle de 14, et quand, en tant que bon jeune, je déconnais un peu, je dis, ouais, t'aurais besoin d'une bonne guerre, ça vous ferait du bien. Bon. Ça les énervait un peu. Bah oui, voilà, ça pouvait pas véritablement bien le faire. Bon, toujours est-il que, suite à l'Holocauste, la Shoah, quoi, suite aux 60 millions de morts et tout, ils se sont dit quand même, il faudrait peut-être un peu s'arrêter, trouver une autre solution. Bon, alors on a cru dans le progrès. Parce que justement, les Trente Glorieuses, etc., peu de gens avaient fait le rapport que les Trente Glorieuses étaient quand même le fondement dans les destructions de la guerre, la reconstruction via le plan Marshall, et puis les choses comme ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est très loin. La Seconde Guerre mondiale, c'est il y a 70 ans. Même un peu plus de 70 ans. C'est donc très vieux. Aujourd'hui, il n'y a plus que les très très vieux qui s'en souviennent directement. Il y a une grande guerre entre-temps. Mais si on en revient à notre problématique du départ, c'était mon introduction. C'est la crise. La crise parce que le chômage, parce que le salariat qui disparaît, parce que etc. Jacques Attali, l'ineffable Jacques Attali, qui est là depuis 1981 et même avant, c'est quand même lui qui a trouvé ou découvert tous les présidents de la République qu'on a eu, à l'exception de Chirac, mais c'est lui qui avait découvert Sarkozy, qui avait découvert Hollande, qui avait découvert Ségolène Royal, qui a découvert Macron. Non, parlons de Macron, j'ai une petite question. Ouais. Est-ce que, genre, en fonction de tout ce que vous avez rassemblé comme éléments que vous m'avez dit, etc., j'ai l'impression que comme si c'était, pas qu'il faisait exprès, mais qu'en gros, il était un lobby gilet jaunien. Il faisait de la psychologie inversée un peu. Alors, pour qu'on se révolte et que c'était un révolutionnaire. En tout cas, c'est une belle interrogation. Où je m'interroge sur notre président de la République, à savoir véritablement dans quel camp il est. Non pas une histoire gauche-droite ou des choses comme ça. Non, très au-delà de ça. Est-ce que il est l'homme des banques? Alors, parce qu'il aurait bossé chez Rothschild, parce que, etc., etc. Alors, des banques au niveau mondial, etc., avec les assurances, et puis les banques et assurances, c'est un peu une thèse que défend Attali, quelque part, dans sa brève histoire de l'avenir, quand, justement, à l'hypermarché, tel qu'il l'appelle. Bon, ça, c'est une possibilité. Ou est-ce que Macron serait libertarien, au sens américain du terme, à savoir libéral, comme on le dit. Libertaire. Libertin. Oui, c'est vrai que il y a plusieurs choses qui prêtent à... Voilà. Et puis, libertaire. Mais libertaire, est-ce qu'il l'est pas? Et à ce moment-là, et oui, s'il était libertarien, alors peut-être que c'est pas lui qui a créé les Gilets jaunes, mais qu'il s'en serve comme d'un levier pour pouvoir aller plus... Bon, pourquoi pas? Aller vers le revenu universel? Puisque ça c'est libertarien, le revenu universel, à la base. Donc, mais étant donné que c'est Benoît Hamon qui avait pris le marché du revenu universal lors des présidentielles, il ne pouvait pas s'en servir directement. Du coup, il a besoin de foutre le... En tout cas, ça Arthur, tu pourrais être en voie de devenir historien, puisque le bon historien n'est pas quelqu'un qui apporte des réponses, mais quelqu'un qui pose des questions avec des points d'interrogation. Un historien, son signe de ponctuation, c'est le point d'interrogation. Après, c'est aux autres de se démerder pour répondre. Toujours est-il que Jacques Attali
en fait la démonstration. Il a dit parfois beaucoup de conneries. Il y a d'autres fois où il dit des choses qui ne sont pas si bêtes que ça. Il dit que 300 métiers sont en voie de disparition. Ouais. Alors, caissière de supermarché, pour prendre mon exemple. Il avait pris l'exemple aussi, à l'époque, avec Uber et avec les taxis. Taxiteurs. Bon, et puis bref, 300 métiers. On va pas les détailler, mais on les connaît, quoi, grosso modo. Alors, évidemment, tout ça, ça fait du chômage. Alors, il y a ceux qui parlent de la théorie du grand remplacement. En gros, tous les métiers qui disparaissent seraient remplacés par des métiers qui vont apparaître. Certes, il y a des nouveaux métiers. Bon. Mais ces nouveaux métiers sont beaucoup moins productifs d'emploi que les anciens qui disparaissent. Bon, par exemple, le balayeur, le bon balayeur, c'est son balai. Avant, il fallait des dizaines de milliers de balayeurs pour que les rues soient propres. Bon, maintenant, il y a la balayeuse automatique, enfin, presque pas automatique. Maintenant, il y a encore un conducteur, et puis un petit couillon avec son jet d'eau, avec qui suit le camion, et puis etc. Ils sont deux maintenant, là où il en fallait 15 ou 20 avant. Tu vas revenir à la machinisation de la société ? Bah, avec les voitures autonomes et les camions autonomes, Nicolas, il va économiser du personnel, là, sur ce coup-là, à Montpellier, quoi. Toujours est-il que, à mon avis, tout ça, c'est une excellente nouvelle, voire excellentissime. Le travail salarié, c'est aliénant, on l'a déjà dit 100 fois, surtout quand il procède du capitalisme. La fin du travail salarié, mais c'est une chance énorme. C'est super, c'est génial, la fin du travail salarié. Puisque c'est le travail salarié qui est l'essence même de l'exploitation de l'homme. De l'homme ? Oui, par l'homme ? Oui, de l'homme par l'homme. Enfin, alors après, il y a cette espèce de grande blague. C'est quoi le capitalisme ? C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et c'est quoi le communisme ? C'est le contraire. Ouais. On perd le trait. Alors effectivement, là on peut délirer et s'amuser beaucoup là-dessus. Toujours est-il que tous les gens sérieux le disent. Le chômage, il est définitif, et puis il va augmenter, et donc dire je vais supprimer le chômage, d'ailleurs il n'y a plus aucun politique sérieux qui le dit. Ni Macron, ni même Le Pen, ni même qui que ce soit d'autre, ni même Mélenchon ne disait si vous votez pour moi, si je suis élu, je vais supprimer le chômage. Et le dernier à l'avoir dit, véritablement, c'était Mitterrand, en 81. Mais c'était il y a près de 40 ans, quoi. Donc ça serait à nous de le proposer. Ah non, mais en tout cas, de supprimer le chômage, à moins de passer par le revenu universel. Ouais. Donc, voilà, si vous savez, toujours est-il que la seule chose qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est quelle est la date de la mort de ce système du travail salarié. Et la seule question qui vaille, c'est est-ce qu'on peut, alors première option, freiner ce mouvement-là, c'est-à-dire, c'est un peu ce que Macron semble faire aujourd'hui, c'est-à-dire mettre des sparadraps sur une jambe de bois pour que ça dure un tout petit peu plus longtemps, voilà. Ou deuxième solution, c'est au contraire accélérer le mouvement, faire tout péter. Mais là, c'est aussi un peu ce que Macron peut-être est en train de faire via les gilets jaunes. Parce que tous les jours, Macron, il énerve les gilets jaunes. Alors, où il est débile mental, je le pense pas, ou il est complètement inculte, je le crois pas, ou il en fait exprès. Hein, puisqu'il n'y a pas un jour où il ne fait pas de la provo pure et simple contre les gilets jaunes. Donc quand on entend de la presse qui dit « Ouais, les gilets jaunes, c'est fini », dans la journée, t'as Macron, bam, qui leur balance une énorme vanne et tout. Du coup, évidemment, le lendemain, t'as les gilets jaunes qui disent « Putain, ils se foutent de ma gueule. » Pour moi, c'est trop flagrant que ça soit de la psychologie inversée pure et dure. Voilà. Alors, bref, est-ce qu'on pourrait pas aider notre président de la République, parce qu'on est des bons citoyens français, en tant que bons patriotes, à accélérer le mouvement et à faire table rase du passé, hein, carrément, et puis donc l'aider, si on peut lui donner un coup de main. Le but, c'est quoi ? C'est maîtriser le temps. Le but de l'homme, il y a une seule chose, absolument certaine, indiscutable. Quand tu nais, tu vas vivre et tu vas mourir. Plus ou moins longtemps. Mais c'est la seule chose dont on est absolument certain. Autrement dit, les parents, c'est des gros enfoirés. T'es enculé. Parce qu'ils nous abandonnent. Mais non, parce que les parents, te faisant naître, ils te condamnent à mourir. Ah oui. C'est obligé. Alors du coup, ton temps de vie,
faute que Dieu existe, essaye de le passer le mieux possible. Que ce soit le plus cool, le plus sympa, le plus... Bref, il faut que tu maîtrises le temps. Le temps, c'est ça qui vaut le plus. Ça vaut de l'or, le temps. Et donc, une seconde de perdu, mais elle est définitivement perdue. Te faire chier 5 minutes à faire je ne sais quoi qui te plaît pas, mais c'est perdu définitivement pour ta vie. Alors, aller bosser 8 heures en te faisant aliéner comme caissière de supermarché, ce 8 heures par jour, ou 7, peu importe, de 35 heures par semaine, pendant 42 ans de ta vie. C'est aliénant. Mais quelle horreur, quoi. Donc, maîtriser le temps, ton temps, maîtriser le temps de ceux que tu connais, et pourquoi pas maîtriser le temps de ton pays, de nous tous. De nous tous. Ah bon, avec un outil majeur pour maîtriser tout ça. Les Japonais, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils ont créé un ministère, le MITI, M-I-T-I, qui est un ministère qui associait l'industrie avec le commerce extérieur. Parce que pour les Japonais, c'était les deux clés de la future expansion. D'accord. Ouais. Et là, c'est là où Mitterrand, c'était un sacré renard, ce garçon. Bon, président socialo-communiste, alors que le mec, il avait été décoré de la Francisque, donc il était un produit de l'extrême droite, enfin, un type qui pratiquait un athéisme redoutable, alors qu'en fait, il était extrêmement croyant. D'ailleurs, les grands débats qu'il a pu avoir avec Elie Wiesel, et puis des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'il a créé en 1981 ? En dehors d'avoir fait des nationalisations, d'avoir fait les 39 heures, d'avoir fait différentes bricoles comme ça. Mitterrand, avec 40 ans d'avance sur son temps, il a créé le ministère du temps libre. Et pas tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est, ça sert à quoi ce bidule, etc. Oui, il avait un peu d'avance. Mais je crois que ça devrait être un ministère d'État, le plus grand ministère. Un peu à l'image du MITI, mais lui, au Japon, c'était l'industrie et le commerce extérieur. Mais là, c'est un ministère qui devrait chapeauter de nombreux ministères, celui de l'éducation nationale, celui de la culture, celui de l'agriculture, enfin, quantité de ministères, puisque c'est le plus important, le plus fondamental, c'est-à-dire un gouvernement qui aiderait les gens, qui ne se substituerait pas à eux, mais qui aiderait les gens à maîtriser leur temps, puisque c'est quand même la problématique majeure de l'homme, de l'humain. À partir du moment où il est né, il va mourir. Donc le mieux qu'il a à faire, c'est de passer son temps le plus agréablement possible, à moins d'être un croyant, catho, protestant, juif, musulman, ou je ne sais trop quoi, auquel cas ce passage sur terre est éphémère, et puis après il y aura une vie éternelle, un nirvana, un paradis, un je ne sais trop quoi. Et en ce qui me concerne, tant qu'on ne m'aura pas prouvé que Dieu existe, je doute, mais je doute tout autant. Tant qu'on ne m'aura pas prouvé que Dieu n'existe pas, je doute tout autant. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que je suis né, que je vis, et que je vais crever. Donc, j'ai plutôt envie de maîtriser au maximum mon temps, et il est clair que plus on vieillit, ce qui est tout à fait naturel, plus on s'aperçoit que la maîtrise du temps est fondamentale, puisqu'on s'aperçoit que nécessairement, il nous reste d'un jour sur l'autre moins de temps à vivre. On en a moins conscience à 20 ans, un peu plus à 40, puis encore plus à 60, et je dis pas à 80. C'est avant la mort. Voilà. Et donc, du coup, à 20 ans, déjà, je ne supportais pas qu'on me fasse perdre mon temps. À 40, ça devenait maladif chez moi, puis alors maintenant, ça devient obsessionnel. C'est un gus qui me fait perdre mon temps sur n'importe quoi. Ça m'énerve, mais ça m'énerve parce qu'il me bouffe mon temps. Et que mon temps, c'est la chose la plus précieuse qui existe au monde. Pour moi, c'est beaucoup plus précieux que la vie du petit Éthiopien qui meurt je ne sais trop où, ou de je ne sais trop quoi. Le plus important, c'est soi. Oui. Alors évidemment, ils disent oui, c'est égoïste. Non, c'est pas égoïste. C'est égocentrique. Non, c'est pire que ça. C'est égocratique. C'est-à-dire le pouvoir sur soi. Égo, c'est je. Kratos, le pouvoir. Alors oui, soyons tous des égocrates, et avec l'autocratie, fondons la première démocratie. Alors oui, monsieur le Président,
au travers d'une addition de toutes les égocraties, égo étant je, moi, cratie, le cratail, le pouvoir, avoir le pouvoir sur soi. Oui, Monsieur le Président, dans le cadre des Gilets jaunes, de la crise des Gilets jaunes, peut-être que l'addition de toutes les égocraties pourrait donner une première démocratique, et ce serait peut-être la réponse à la crise que nous connaissons, que vous connaissez aujourd'hui.